La nouvelle constitution de la Guinée, proposée lors du référendum du 22 mars par le président Alpha Condé, a recueilli 91,59% de oui pour un taux de participation estimé à 61% d'après la CENI, alors que l'opposition avait appelé au boycott du scrutin. De son côté, le parti au pouvoir se déclare satisfait et regarde déjà vers la présidentielle prévue en fin d'année. Samedi, l'opposition guinéenne a rejeté la victoire massive du oui. Elle martèle que ces résultats ne concernent pas le Front national pour la défense de la Constitution ni le peuple de Guinée. Nous ne reconnaissons pas toute institution issue de cette mascarade et nous n'allons pas reconnaître également cette nouvelle constitution de M. Alpha Condé. Nous restons et nous demeurons derrière la constitution de mai 2010 qui fixe le nombre de mandats à 2 et également qui donne le droit au peuple de Guinée de résister face à l'oppression. Personne ne peut se réjouir de ce qui s'est passé en Guinée avec ces morts et ces blessés et ces violences exercées sur les paisibles citoyens. Les résultats dont vous faites allusion, c'est les résultats qui ne concernent pas le peuple de Guinée. Ce sont des résultats qui ont été concoctés par le RPG, la CENI et le gouvernement. Donc ça ne concerne absolument pas le peuple de Guinée. Après l'annonce du résultat du référendum, des manifestants en colère ont brûlé des pneus et dressé des barricades dans le centre de l'Abbé. Le projet prêté au président Condé de briguer à 82 ans un troisième mandat fin 2020 et la nouvelle constitution qui doit l'y aider, selon l'opposition, sont au cœur d'une crise politique qui a fait des dizaines de morts depuis mi-octobre. Les conditions dans lesquelles se sont déroulés le référendum et les législatives qui ont eu lieu simultanément ont été critiquées par les États-Unis, la France et la diplomatie européenne. Dans le village d'Azaguiawa, à 50 km au nord d'Abidjan, la mise en garde à la population est diffusée via une quinzaine de haut-parleurs sur ordre du roi. Ainsi, le roi fait diffuser toute information qu'il juge importante aux 10 000 âmes de son village via des haut-parleurs, utilisant un procédé mis en place dans de nombreuses autres communes ivoiriennes. La communication royale vise surtout ces derniers jours à sensibiliser les habitants au danger du coronavirus. Ici à Zagué, nous avons un moyen encore plus pratique de faire passer le message, surtout avec le haut-parleur. Voilà, ça nous permet d'éviter le contact et le message est véhiculé. Tout le monde comprend en langue locale et surtout en français. Ici, c'est le village centre. C'est pourquoi nous avons les appareils modernes pour informer la population. On ne doit pas saluer quelqu'un. On ne doit pas toucher trop. Si on a salué quelqu'un, on a qu'à se laver les mains avec du savon bien partout. Moi, par exemple, même je ne savais pas. Je suis passée derrière ici pour aller à la maison. Il y a un monsieur qui est venu me saisir par la main. Donc, on attendait pour parler du coronavirus. On a eu peur. Tout de suite, j'ai fui ici à la maison. J'ai lavé mes mains avec un morceau de savon et l'eau bien avant de rester tranquille. Sinon, j'avais très peur. J'ai cru qu'on m'avait déjà contacté. 25 nouveaux cas ont été officiellement enregistrés ce dimanche pour un total de 165. Lors d'un bilan quotidien consacré à la pandémie, le ministre de la Santé, Eugène Aka Ahouélé, a annoncé toujours ce dimanche que le pays a enregistré son premier décès dû au coronavirus. Le ministre n'a pas donné de précision sur l'âge ou le sexe de la victime, mais a souligné que le diagnostic avait été établi post-mortem. La Côte d'Ivoire a enregistré ce dimanche son premier décès dû au coronavirus. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé lors d'un bilan quotidien consacré à la pandémie. Mais il n'a pas donné de précision sur l'âge ou le sexe de la victime, mais a souligné que le diagnostic avait été établi post-mortem. Face à cette situation et pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement a lancé une opération de désinfection et de nettoyage de la ville d'Abidjan. Il est prévu aussi la désinfection des gares. Tout ce qui est rassemblement au niveau des gares, il y a une centaine de gares qui seront désinfectés. Et il est prévu aussi la désinfectation des véhicules Woro, taxis, etc. Il va y avoir près de 200 équipes qui vont être déployées. On est en train de prendre les dispositions. Donc on souhaiterait demander l'indulgence déjà quand il va s'agir de désinfecter les véhicules de transport. 25 nouveaux cas ont été officiellement enregistrés ce dimanche pour un total de 165 en Côte d'Ivoire. Ce nombre a été presque multiplié par 7 en une semaine
Le président Alassane Ouattara avait décrété l'état d'urgence il y a une semaine et instauré un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Il a également ordonné la fermeture de tous les maquis, restaurants populaires, bars et autres lieux de divertissement, ainsi que de tous les établissements d'enseignement. Les frontières du pays sont aussi fermées. Les opérations de centralisation des résultats du premier tour des élections législatives se poursuivent au ministère malien de l'administration. Selon les premiers chiffres qui tombent, on a beaucoup moins voté à Bamako, 10%, qu'à l'intérieur du pays. Mais on a voté plus à l'intérieur du Mali. Et pour le moment, et avant la fin de l'opération de centralisation des résultats, le taux de participation est supérieur à 34%. Dans certaines localités, des djihadistes ont par exemple emporté dans le centre du matériel électoral et posé dans le nord des mines qui ont tué au moins 9 civils le jour du vote. Il ressort également des premières tendances qu'il faut un second tour pour départager les candidats dans près de 80% des localités. En revanche, si les tendances se confirment, il pourrait bien ne pas avoir de second tour dans les communes du nord comme Bourem, Kidal ou encore Nianfonké, fief de Soumaïla Cissé, chef de l'opposition enlevé par de présumés djihadistes. Outre son parti, l'URD, le parti présidentiel, le RMP, son allié Adema ou encore Asma, formation de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga, seront présents au second tour dans de nombreuses circonscriptions électorales. C'est sur la base des articles 41 et 177 du Code électoral que la Commission électorale nationale du Bénin a procédé à la sélection des formations politiques aptes à disputer les communales du 17 mai prochain. Il était question d'étudier, entre autres, la complétude du nombre de candidats et du nombre de dossiers de candidats présentés par chaque parti. 1815 dossiers de candidats titulaires et 1815 dossiers de candidats suppléants. Toutes les formations politiques doivent présenter des candidats dans les 546 arrondissements du Bénin. La Sénat a délibéré sur ces réponses et a procédé à la validation des déclarations de candidature concernant les partis politiques ci-après. Bloc républicain, BR, Union progressiste, UP, Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, Parti du renouveau démocratique, PRD, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Ces partis peuvent prendre part aux élections communales de 2020. La prochaine étape du processus électoral consistera à publier la liste des candidats au profit des partis politiques en compétition dans le cadre des élections communales prochaines. Ce traitement et ses dérivés comme l'hydroxychloroquine utilisés durant des années pour soigner le paludisme sur le continent suscitent dans le monde l'espoir de beaucoup. Alors que son efficacité est encore loin d'être prouvée et son usage pour traiter les personnes infectées par le coronavirus divise la communauté scientifique, la chloroquine est devenue, avec ses dérivés, une pilule de l'espoir par ces temps de crise sanitaire internationale. Au Gabon, des clients se ruent carrément dans les pharmacies pour en acheter. Oui, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de clients qui viennent demander la chloroquine. Malheureusement, cette spécialité, que ce soit sous forme de Nivaquine ou autre, n'est pas disponible actuellement dans nos officines de pharmacie. La majorité de nos patients viennent vers nous pour nous demander de la chloroquine, pour en mettre en stock au cas où quelqu'un de leur famille a le corona, ils vont déjà anticiper. Mais il faut aussi bien qu'on les explique que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ah oui, j'ai des amis qui souhaiteraient bien avoir des prévisions, même s'ils n'ont pas eu le temps nécessaire de rencontrer un médecin, mais ils veulent quand même avoir la chloroquine à la maison.
Voilà, juste en guise de prévention, voilà, c'est tout. Des hôpitaux sénégalais aux pharmacies de rue camerounaises en passant par des entreprises pharmaceutiques sud-africaines, c'est toute l'Afrique subsaharienne qui mise sur la chloroquine pour vaincre le Covid-19. Utilisé durant des années pour soigner le paludisme sur le continent, son usage dans le contexte actuel divise la communauté scientifique. Si l'OMS a appelé à plusieurs reprises à la prudence, sur le continent africain, les autorités n'ont pas hésité longtemps. Au Burkina Faso, au Cameroun, en Afrique du Sud par exemple, les gouvernements ont rapidement autorisé les structures hospitalières à traiter les malades avec cette molécule. Au Sénégal, le président Macky Sall a rendu hommage à l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. Il s'agit d'une grande figure du sport et d'une éminence grise du football, première victime au Sénégal du coronavirus, décédé mardi à Dakar. Le décès de Pape Diouf est survenu à l'hôpital Fann de Dakar, selon le ministère, où sont soignés une majorité des patients ayant contracté la maladie Covid-19 au Sénégal. Le Sénégal a enregistré son premier cas de décès lié au Covid-19 en la personne de M. Mababa Diouf, plus connu sous le nom de Pape Diouf. Je présente au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, au nom de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, mes condoléances attristées à sa famille, ses proches et à toute la nation. Mamadou Koumé, journaliste, ex-président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, a réagi à la mort de l'ex-président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, dont il était proche. C'est une fierté pour son pays, pour l'Afrique, je pense aux footballeurs africains. En France, Pape Diouf, c'était une fierté pour eux, c'était un protecteur, c'était un mentor. Le président sénégalais a instauré le 23 mars l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, assorti d'un couvre-feu nocturne. Ce, après avoir déjà décidé l'interdiction des manifestations publiques, la suspension des cours, l'annulation des festivités de l'indépendance et la suspension des principales liaisons aériennes.